C'est un grand honneur d'être avec M. Costa aujourd'hui pour parler. Et d'ailleurs, je vous invite tous, on n'a pas nécessairement besoin de faire un Q&A à la fin. C'est des questions qui vous brûlent les lèvres, vous n'êtes pas d'accord avec certaines des perspectives analytiques qu'on évoque, vous ne trouvez pas ça pertinent. Passe-moi le micro, j'ai quelque chose d'important et d'urgent à dire, soyez impérieux, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est avec plaisir qu'on a M. Costa avec nous. Je vous rappelle, j'imagine que beaucoup d'entre vous avez vu hier Horse Money. Si ce n'est pas le cas, c'est encore le temps pour vous de vous rattraper demain en voyant sur le grand écran et on le recommande profondément, il faut le voir. Et voir ne change rien. Un magnifique documentaire qui n'en est pas un, autour de la création de son premier album de musique de Jeanne Balibar. Nous allons parler un peu aujourd'hui. Et j'imagine qu'il y en a certains dans la salle qui est là tout à l'heure pour en mélanger là-dessus, simplement de savoir ce que vous étiez un peu. J'ai une question par rapport au. J'ai une question à vous poser. Levez la main, je suis curieux d'une chose. Est-ce que c'est par le biais de la Cinémathèque québécoise en 2003, je pense en 2003, en 2004, la rétrospective sur M. Costa, que vous avez découvert sur cinéma, ou par le biais de ce magnifique coffret critérialisé, grand entrepreneur, on en a vu d'un cinéaste? Moi, sérieusement, j'aurais eu des petits frissons si on m'avait demandé de faire un aussi bel objet que celui-là. Donc, en DVD pour la plupart? Et en cinémathèque peut-être? D'accord. Vous allez voir, c'est pas pour rien qu'on demande ça. Donc, petite introduction pour nous, rapidement, Paul Guignol. On est les co-animateurs d'un podcast de cinéma qui s'appelle Le 7e Antiquaire. C'est sur les ondes de chaque FM. C'est un podcast d'analyse, de décortication cinématographique où on prend un chef-d'œuvre et on le triture, on propose une analyse complètement parallèle à ce qui est fait généralement comme analyse autour du film. On va prendre un film de série B, on va essayer de l'ennoblir, on va prendre des films inconnus. À chaque semaine, on tergiverse, des fois un peu trop, des fois on fait de la surcharge analytique, des fois on est dans la débilité profonde, mais ça fait partie du plaisir d'écouter le 7e Antiquaire. C'est avec une perspective justement parallèle que nous aimerions parler du cinéma de M. Costa. Pour la simple et unique raison que, occasionnellement, on se propose justement au jeu de l'entrevue. On aime beaucoup faire des tables rondes avec des réalisateurs, mais quand on affronte le cinéma comme celui de M. Costa, un sentiment de chute, un sentiment de vertige. Donc on propose une lecture parallèle de sa comédie humaine, de son cycle de survie de la décomposition et de la recomposition, au sens le plus profond, le plus non charnel de décomposition. Et on veut parler de Ventura, son âme errante qui traverse cette magnifique œuvre qui est le cycle. Évidemment, ici, c'est cette trilogie de Fontanas, mais on va s'entendre pour dire que c'est un cycle. Hein, 4 en général, c'est un cycle. Et on va donc proposer des lectures qui ne sont pas abordées dans les critiques habituelles de M. Costa, parce que beaucoup de très très belles choses, des choses éblouissantes sont écrites autour du cinéma de M. Costa. On a passé la semaine à lire des critiques et des grands hommages, des grands textes sont faits. Et certains mots, certains champs lexicaux reviennent, mais en même temps, les gens ne plongent pas dans cette direction-là. Nous allons le faire. Nous allons commencer par poser des questions pour nous de la notion d'épouvante et de cinéma, de codification qui ressemble presque à ceux des films d'horreur qu'il y a dans le cinéma de M. Costa. La raison pour laquelle on propose cette lecture-là, c'est que lorsqu'on décide de regarder le cinéma de M. Costa en extirpant un peu la dimension sociale, on se retrouve devant des œuvres qui sont parfois effrayantes, qui sont épeurantes, qui créent un sentiment d'angoisse profond. Pour le moins, on décide d'asseoir quelqu'un devant le cinéma de Costa qui n'a pas le contexte, qui ne sait pas quel est le cinéma de Costa, qui ne connaît pas les gens et le travail que fait Costa. Son cinéma devient une espèce de zone entre les limbes et l'enfer, une zone d'errance un peu fantomatique, où l'espoir est en filigrane mais à l'horizon. Et il faut être très patient, et il faut donner de l'énergie en regardant son cinéma pour aller chercher cette espèce de zone d'espoir. Donc, M. Costa, je voudrais vous poser tout de suite la question à propos de la notion de cinéma d'horreur. Elle est souvent abordée en filigrane dans les critiques qui sont faites autour de notre film. Certains proposent une filiation avec tourneur. Évidemment, quand on regarde la figure magnifique de Ventura, cette espèce d'âme errante qui marche dans Fontanas, il y a quelque chose qui entre la vie et la mort, il y a quelque chose qui s'approche du zombie.
Donc, ça fait une surenchère d'horreur quand un personnage apparaît à l'écran. Est-ce que c'est un processus conscient que celui d'aller chercher parfois une codification du cinéma d'horreur? Parfois, certains plans évoquent l'expressionnisme allemand. Occasionnellement, le film de fantôme. Et lorsqu'on parle de film de fantôme, on parle de la notion la plus effrayante du fantôme. C'est cette âme qui n'arrive pas à trouver pied dans la vie et qui n'arrive pas non plus à aller ailleurs, l'âme errante. Merci. Je vais mourir de peur si vous continuez à m'appeler Monsieur Costa. C'est fini. Bon, pour fantôme, je sais pas. J'avais fait un film, je me souviens maintenant que j'ai fait un film qui s'appelait Ossos en portugais, ça veut dire des os, bones. Et c'est le protagoniste, l'acteur principal, qui n'était pas acteur, c'est un garçon que j'ai trouvé dans les rues, pas loin du quartier où je travaillais. Après avoir refusé l'invitation qu'il m'avait fait, s'il voulait jouer dans le film, etc., d'abord il pensait que j'étais seul, hein, j'avais pas d'assistant, donc il pensait que j'étais la police ou quelque chose comme ça. Il a fait un truc, il m'a dit revenez demain. Et demain je suis revenu, il était là encore, c'est la manche. Et je lui ai dit, voilà, je suis là, donc tu vois, je veux vraiment que tu fasses ce film. Et il m'a dit, bon d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai proposé un rôle comme ça, vague, d'un père avec un bébé, un jeune garçon probablement junkie, qui erre un peu dans les rues de Lisbonne. Et lui il m'a dit, je sais pourquoi tu me proposes ce rôle, c'est parce que tu vois, j'ai rien, je suis pauvre, je suis un type minable et je sais pourquoi tu appelles ton film, je lui avais dit, ce film va s'appeler Ossos, les os. Il m'a dit, je sais pourquoi tu appelles le film comme ça, c'est que les os, c'est la première chose qu'on voit chez des gens comme moi. J'ai trouvé ça incroyable. J'imagine qu'il voulait dire, on ne pouvait pas demander plus, hein, c'est un garçon très, qu'on n'a plus jamais revu, il a complètement disparu. Ce genre de disparition qui arrive comme ça. Dans ce genre de milieu, peut-être à voir avec votre question. Parfois des gens disparaissent comme ça. C'est entre la mort et la disparition, voilà, physique. Un jour ils sont plus là. Et lui il a disparu et c'était un garçon très spécial, très poétique, qui disait des choses comme ça. Et ça fait du sens pour moi, c'est-à-dire, c'est des gens, les os, ça veut dire des angles, ça veut dire une dureté, ça veut dire bien sûr la maigreur, le squelette, la dureté, mais ça veut dire aussi la mort, un peu. Enfin, on associe tout de suite à la mort. Donc, moi, je dirais pas exactement, ça me fait un peu confusion quand on insiste beaucoup sur cette histoire de fantômes. Et la critique aime beaucoup parler de fantômes. Des gens moi, je trouve qu'ils font un peu trop aujourd'hui. Les fantômes, tout ça. Ça devient une facilité pour écrire sur les films, parfois. Moi, je pense que les gens que je filme sont, si vous voulez, des fantômes, un peu de ce côté-là, de ce que je dis,
des fantômes parce qu'ils n'ont rien dans les poches, ils n'ont pas de poids. C'est des gens qui sont en train de perdre des choses tout le temps, tous les jours, des minutes. Il y a une légèreté, une lourdeur, oui, qu'on peut associer à des vagabonds un peu comme ça, sans direction, presque sans origine ni horizon. Mais bon. Mais vous voyez, c'est justement cette dimension-là que nous trouvons très émouvante dans votre cinéma. C'est que ces gens-là qui tendent à la disparition, à la désintégration, qui sont disparus, comme c'est le cas du jeune comédien, du protagoniste de Ossos, qui sont littéralement disparus, vous, de façon un peu psychodramatique, vous permettez à ces gens-là de passer à l'immortalité, de passer à l'histoire, de sorte à ce que leur vie ait eu un sens, que la symbolique de leur vie soit isolée d'une très belle façon à l'écran. Donc vous saisissez en quelque part des fantômes, des gens qui tendent à la disparition. D'ailleurs, de Ossos à votre dernier film, en filigrane, si on passe d'un certain réalisme social, quelque chose que vous tentez de croquer au vif dès le premier film, à mesure qu'on avance dans votre cycle, le monde de la pensée, le monde des rêves, le monde de la mort qui est à la porte, tendance à être beaucoup plus présent, à se manifester beaucoup plus dans la narration du film. Le dernier film, pour ceux qui l'auront vu, est presque une déambulation dans des limbes qui soient symboliques ou véritables, pris au premier degré, sans aucune forme de volonté d'analyse. Le dernier film est parfois effrayant, parfois, en fait, terrorisant. Il y a certaines scènes, certains plans qui sont incandescents et qui sont d'une telle il y a un caractère tellement onirique à ce que vous filmez qu'on prend peur. Je pense à ce plan, par exemple, la silhouette en redingote, en chemise, avec sa redingote rouge, qui descend les escaliers, une espèce de rythme de danse, comme s'il avait été filmé à l'envers, qu'on a l'impression que quelqu'un est en train de descendre justement dans les tréfonds de l'enfer. C'est peut-être parce que bon, il faudrait parler du point de vue de notre point de vue, de ceux des fabricants du film. Donc je parle de moi et des autres parce que j'insiste, c'est toujours un peu collectif ce qu'on fait. Même si je contrôle beaucoup, si je suis le contrôleur, l'organisateur, etc. Il y a beaucoup de choses qui viennent de les gens avec qui je travaille, et pas seulement les acteurs. Moi, j'ai commencé les films là, le cycle de films avec ces gens dans ce quartier, disons, par un... Je voulais m'approcher d'eux sans savoir comment. Et donc j'ai mis un peu trop de cinéma, c'est-à-dire Ossos, c'était le premier. Même si j'avais fait avant un film qui est à l'origine de tout ça, qui est fait et filmé vraiment chez eux, c'est-à-dire d'où ils viennent. Le Cap-Vert, les îles du Cap-Vert en Afrique, j'étais là-bas. Et j'ai filmé les îles, le volcan, leur patrie, et c'est d'ailleurs à partir de choses qu'on m'avait racontées là-bas que j'ai rencontré les gens chez moi, à Lisbonne. Les Capverdiens sont aujourd'hui 2 millions en Europe, ou 1 million quelque chose, ce qu'on dit, entre Lisbonne, Paris, Amsterdam, Rotterdam, beaucoup à Boston, beaucoup. Et très peu au Cap-Vert, parce que c'est un pays très pauvre, très aride, très sec, très hostile. Donc il y a la plupart des gens qui restent au Cap-Vert ou qui restaient aux années 60, 70, qui étaient les années d'immigration, c'était des femmes.
D'ailleurs, je vous recommande, mais peut-être vous connaissez, vous avez l'air de connaître tout, un merveilleux film là de Chris Marker qui s'appelle Sans soleil. Si vous regardez Sans soleil, vous allez trouver, voir un segment du film se passe en Guinée, Bissau, qui est en face du Cap-Vert, et après une petite séquence tournée dans les marchés de Praia, la capitale du Cap-Vert. Et dans ce film d'ailleurs, ce que Chris Marker filme, c'est des femmes, surtout des femmes au marché, des gros plans de femmes. Et d'ailleurs, une des femmes, c'est la mère d'une des actrices dans mon film. Elle vit encore. Et j'ai tourné après avec elle. Elle se souvenait très bien de Chris Marker. Donc j'ai fait ce film qui est à la base de tout ça. Et ne sachant très bien comment faire, j'ai pris tout ce que je pouvais du cinéma pour m'approcher du quartier des gens, c'est-à-dire tout. Producteur, machine, camion, maquillage, tout. Câble, lumière. Pour un truc, une histoire, une idée, un scénario qui n'en avait pas besoin. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que les quartiers comme ça, partout dans le monde, vous ne pouvez pas rentrer avec des machines comme ça. Littéralement, le cinéma n'entrait pas. Ni les projecteurs, ni les câbles, parce que les rues sont des petites ruelles. Les portes sont petites, les fenêtres n'ouvrent pas parfois. Donc cette histoire de cinéma au quartier ne marchait pas, physiquement. Enfin, Est-ce qu'il aura fallu justement que le cinéma commence à s'atomiser doucement dans son support physique, à trouver une certaine matérialité, que les équipes diminuent pour que vous trouviez justement votre voix en tant que cinéaste? C'était pas seulement ça, c'est ça, oui. Et je peux vous dire que c'est pas seulement ça, il y a des raisons encore plus profondes, c'est-à-dire le cinéma n'entrait pas parce que il gênait aussi. Il gênait beaucoup, vous voyez, l'économie du quartier. De deux façons. Par exemple, à ce moment-là, et comme partout, l'économie de ce quartier avait aussi un côté très marginal, obscur. C'est-à-dire qu'on vendait et on achetait beaucoup de choses. Et donc les princes du quartier, disons, m'ont dit, tu peux tourner là, pas là, et là, non, etc. Mais le côté clair, disons, honnête du quartier n'en voulait pas non plus. Parce qu'on tournait la nuit, surtout, et ces gens-là qui travaillaient de 4h du matin ou 5h du matin à 6h du soir, c'est-à-dire les hommes qui vont travailler sur les bâtiments, qui vont construire des choses, les femmes qui font le ménage, ils partaient à 4-5 heures, ou même avant, et nous on tournait, on était en plein travail avec nos projecteurs de merde. Parce qu'ils disaient vos projecteurs de merde. Et donc un jour, il y a un monsieur qui s'est levé, ouvert la porte, qui nous a dit, ça ne peut pas continuer, je vais travailler maintenant, et la lumière que vous avez là entre par tous les trous de ma baraque. Vous voyez qu'un projecteur de 10 000 ou 20 000 kilowatts, c'est une lumière très puissante. Et elle blessait ces gens-là.
Donc moi j'avais deux chemins, deux hypothèses. Une c'était la classique au cinéma, c'est-à-dire venez ici monsieur et paf, des dollars ou euros dans la poche, un hôtel et partez, et tout va bien, on continue le tournage. Ou éteindre la lumière. Moi j'ai décidé de faire ça et l'équipe était terrifiée. L'équipe image m'a dit, enfin surtout le chef op, qui était un homme merveilleux, qui est un homme merveilleux, qui est d'ailleurs le chef op de Bresson. Il a fait beaucoup de films avec Bresson. Et il m'a dit, tu vois, ça va pas marcher. Sans lumière, là, c'est trop sombre. Ça va pas marcher, ça va être... J'ai rien, j'ai 2-3 lampes, et en 35 mm, ça va pas être beau. J'ai dit, oui, bon, je préfère comme ça, on va essayer, parce que sinon on aura une vie misérable ici, moi, j'aurai une vie d'avenir ici. Parce que là, je pensais déjà, je vais rester ici. Je vais rester ici, c'est pas ce film-là, ça sera le prochain, peut-être l'autre encore, etc. Mais ça, c'était mon secret à moi. Donc on a fait ça, j'ai fait ça. Il a gagné un prix de photo à Venise. Et moi, j'ai continué là. Et je crois que ça a fait un peu, enfin, des gestes comme ça. Ça, c'était le plus radical, mais juste mon insistance, je restais là et les gens trouvaient ça inhabituel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Et alors j'ai rencontré d'autres gens, Vanda, une fille avec qui j'ai tourné un film très long, qui, si je ne m'abuse, lorsqu'on lit autour du sujet, vous a fait un peu la vie dure durant les tournages, en ce sens que voilà justement des personnages que vous filmez qui ne comprenaient pas du tout ce que vous faisiez, qui étaient agressés et qui trouvaient ridicule la volonté que vous aviez de croquer le scénario sur Et vous voyez, c'est Vanda d'ailleurs qui est si vous voyez ce film que j'ai fait avec elle. Vous comprenez tout de suite son caractère, sa personnalité, c'est quelqu'un de très... Je ne vais même pas dire que la vie l'a marqué. C'est une fille très fragile, mais très forte aussi, qui n'a pas la patience que... le cinéma, non. Quelque chose de ridicule, de pathétique. Elle a fait l'expérience de ça. Elle avait un petit rôle dans ce film en sauce. Et elle disait, c'est pathétique, ça, tout ça. C'est incroyablement... C'est nul ce que vous faites. Et alors moi, je souffrais de ça, parce qu'il y avait la moitié, enfin 80% de l'équipe qui était assez grande. Étaient là pour faire un travail, ils étaient tous... bon, ils faisaient les gestes du cinéma, tout ça. Et il y avait cette fille, un peu à distance, toujours cachée dans sa chambre, ne venait jamais manger avec nous, j'étais toujours à côté, même pendant les scènes, quand on tournait avec elle, elle était toujours à côté. C'est d'ailleurs les meilleures scènes du film. Je lui disais, tu viens de là, tu t'assois là, tu dis bonjour. Donc elle venait de là, elle est là, elle dit bonsoir. À un moment, j'ai compris que c'était provocation complètement. C'était parce qu'elle était contre tout ça. Et elle m'a fait, j'ai compris à la fin du film que j'avais un peu, enfin que je cherchais, ce que je cherchais à dire, la rupture que je cherchais à créer ou à faire ou à me faire moi-même, ce boycott que je voulais tellement avec un cinéma que je n'aime pas. Elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a aidé dans ce sens où elle m'a dit, tu vois, c'est pathétique, c'est ridicule de faire des films comme ça, aujourd'hui, disons. Avec ces machines-là qui ne font rien. Tout se passe derrière la caméra, rien ne se passe devant. C'est un peu ça, un cinéma courant. Il y a beaucoup plus qui se passe derrière, mais on ne le voit jamais.
que devant. La fiction est derrière. Devant, c'est des mimétismes, des choses qu'on a vues déjà 4000 fois. Je t'aime pas, mais c'est derrière. L'argent, les rapports de pouvoir, tout ce qui est minable dans notre société est remis en scène derrière la caméra, toujours pendant un tournage d'un film. Et un film, c'est une équipe de film, c'est un truc, je l'ai dit l'autre jour, d'ailleurs, je ne sais pas ici, c'est un truc assez militaire. Quand vous voyez un tournage ici à Montréal ou n'importe où, il y a toujours des barrières, on dit des trucs de police. Voilà, alors on te dit tout de suite, monsieur, attendez un peu, ou ne passez pas par là, ou silence. Silence. C'est un côté très policier, militaire. Mais surtout, ce qu'elle m'a fait voir, enfin comprendre, c'est que j'étais avec elle et je n'ai pas la patience d'être en face de gens qui miment encore une fois, je t'aime. Ça me fait rire, c'est pathétique, on n'a pas besoin de ça. J'ai pas, comme dirait, il y a un type, c'est Truffaut qui disait ça de Rossellini. Il disait que Rossellini était un homme qui n'avait pas la stupidité nécessaire pour être réalisateur. Il faut être un peu stupide pour être réalisateur de film. Il faut croire un peu à ce qui se passe, l'agitation qui se passe devant la caméra, il faut croire un peu à ça. C'est un peu idiot ce qui se passe, mais si tu n'es pas là avec ces gens-là, avec ce drame-là, ben, t'es comme moi, ou comme Rossellini, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là? J'aimerais faire une proposition. Je ne sais pas si c'est un processus qui est conscient ou non dans votre cinéma, mais petit cours rapide, crash course, on va vous montrer 2 scènes en quelques secondes, si tu peux préparer, j'ai honte, ça ne sera pas très long. Petit crash course sur le voodoo. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Autour du personnage de Ventura, on disait tout à l'heure qu'il y avait la figure du zombie. Le zombie au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire au sens haïtien. Pourquoi est-ce que je parle de vaudou? Le vaudou, c'est une forme de pratique qui demande une mise en scène, un psychodrame, dans le but d'arriver à une certaine forme de guérison. On crée des situations, on les joue, on les actualise, avec des gens qui incarnent d'autres personnes pour finalement mieux s'incarner eux-mêmes et mieux guérir. Il y a quelque chose dans le cinéma de Pedro Costa qui ressemble occasionnellement, littéralement, à du vaudou. Ces espèces de figures qui errent, qui cherchent du sens, qui sont ces éruptions d'agressivité en plein milieu d'un moment de tranche. Et conséquemment, certaines des scènes tendent presque à une certaine idée magique, même mystique, et que ce soit volontaire ou non, elles peuvent être perçues comme ça très puissamment. Donc je vais montrer une des scènes que je préfère du cinéma de Pedro Costa, qui est très courte, qui a une très très grande puissance et qui va selon cet ordre, cette idée de cinéma vaudou, vous allez voir.
voir dans la scène le son de la scie qui triture les oreilles, la figure rouge, immobile et fumante qui est devant la porte, la porte qui mène vers une pièce descendante où on ne saura jamais, où tout est suggéré, on ne saura jamais ce qui se passe dans cette porte souterraine. Et évidemment, la magnifique silhouette errante de Ventura qui regarde, mais ne fait pas le saut, ne descend pas, et quelque chose sort, de cette, le fils évidemment de Ventura, comme quelqu'un qui est en train de couper en enfer et dont l'âme de son père vient de l'en sortir. Évidemment, tout ça n'a pas à être lu comme ça. On nous montre une réalité sociale, une réalité qui est véritable, mais on est dans une interzone infernale totale. C'est une scène effrayante, c'est une scène même inquiétante que celle-là. À chaque fois que je la vois, moi je la trouve profondément angoissante. Donc c'est pour ça que je parlais de vaudou tout à l'heure. En faisant une mise en scène, en posant une mise en scène, il y a des symboles qui évoquent l'enfer, le paradis, et aussi cette zone plate qui est les limbes où quelqu'un erre. Il y a du psychodrame là-dedans. Que vous vouliez ou non, il y a une volonté de guérir. Votre cinéma permet assurément, pendant de brefs instants, à ces gens qui connaissent l'enfer sur Terre, de guérir, de trouver un sens, d'investir un nouveau sens à leur existence. Si vous le dites. Non, je tiens. En fait, Non, tout à fait. Non, je suis très pessimiste par rapport à cette histoire des images qui sauvent, qui peuvent sauver ou guérir. J'aimerais bien croire à ça, mais pourtant, Pedro, votre dernier film voit percer le plus grand rayon de lumière de tout votre cinéma. Il y a un moment de joie qui se profile à l'horizon, à la toute fin de Horseman. Il y a quelque chose qui a permis une guérison chez Ventura, dans votre cinéma. Non, mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas des petites choses comme ça dans tous les films. Moi, le cinéma que j'ai aimé, que j'aime encore, qui m'a formé, disons, je ne vais pas mentir, c'est un cinéma qui blesse, qui blesse beaucoup. C'est l'idée que un film peut guérir, enfin j'ai des doutes, mais très bien. Je ne sais pas quoi dire. je vais prendre le ballon au bon, très aisément. Et en fait, je voudrais peut-être plus aborder la notion de respect que vous avez très clairement envers les gens que vous filmez. Je veux aussi, c'est sur le film Français sans voix, il y a une forme de respect anthropologique. Vous dites que vous avez commencé le cinéma parce que vous vouliez parler d'une communauté qui était probablement réfractaire, comme vous l'exprimez, à être interprétée à travers le cinéma. On fait nos trucs. S'il vous plaît, bien pas insérer ta narration là-dedans. Mais comme vous avez dit au début de l'entrevue, vous vouliez aller voir ces gens-là. Vos histoires sont très éclaircissantes envers le respect que vous avez porté envers le sujet. Quand le monsieur a dit « je dois aller travailler », vous avez éteint les lumières. C'est, je vous l'avais souligné, l'inverse des réflexes qu'on voit en cinéma. Vous avez décidé de profondément hommager les gens que vous preniez en capture d'image. Et ça, bon, pour aller avec le vaudou, c'est similaire à la méthode que Maya Deren avait pris quand elle a fait Divine Horseman. Vous étiez très compréhensif de ce que vous filmez. Vous n'essayez pas d'assujettir votre sujet à votre volonté de cinéaste. Est-ce que vous vouliez peut-être plus aborder cette idée-là de respect qui teinte votre œuvre? Ce respect-là n'est pas filmé parce que, bon, c'est un abstrait, c'est un infilmable. Mais vous, votre regard en tant qu'artiste est tellement imprégné d'un respect de votre sujet que vous réussissez à leur donner, que ce soit les lettres de noblesse, que ce soit une notion d'épouvante, votre respect peut-être fait peur ou rassure ou guérit, ou ainsi de suite. Oui, je ne sais pas comment répondre. Oui, on essaye d'être
Mais ne faites pas un cas particulier, hein. Je ne suis pas un oiseau rare, il y a des gens comme moi, partout hein, au cinéma. Pas partout, enfin, ils ne sont pas des milliers, mais il y a des gens, je veux dire, des cinéastes un peu sérieux qui sont là pour faire un travail un peu différent, enfin un peu différent, je ne veux pas dire, mais je respecte des cinéastes complètement différents de moi. Je sais pas, je respecte par exemple un type qui s'appelle Matt Reeves. Vous savez qui c'est? C'est un garçon que moi, qui a fait Dawn of Planet of the Apes. C'est le dernier, je respecte. C'est un artisan avec beaucoup de talent. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film. C'est le dernier, avec des singes, qui est assez beau. Je vous jure. Alors, il est à l'opposé de cette galaxie de moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne travaille pas d'une façon extrêmement, enfin je sens, précise et délicate, et il veut dire des choses et il se trompe parfois, souvent, comme moi d'ailleurs. Alors, laissons le Matrix là où il est. Si je fais un travail comme ça, avec des gens comme ça, évidemment, je dois imposer des règles ou des... Moi, j'ai l'habitude de dire des limites. C'est-à-dire, on s'impose des limites de production, des limites économiques, des limites, je dirais, de facture, d'illusion, de mise en scène, de toutes sortes. C'est-à-dire, j'aime bien suivre, c'est un postulat, un truc que Chaplin avait dit une fois, qui est là toujours avec moi, et plusieurs cinéastes après ont suivi cette espèce de formule qui disait: le cinéma a des limites. Si on met son pied dehors, à gauche ou à droite, ce n'est plus du cinéma. Ce qu'il voulait dire, je crois, c'était dans une langue entretien. Ce qu'il voulait dire, parce qu'il parlait de la réalité. Il parlait de la réalité qu'il voulait filmer, la réalité simple, et des portes, des coins de rue, des chiens, des voitures qui tuent des chiens, des agents de police, la petite réalité qu'il filmait, qu'il essaie de filmer en 1925 ou 30. Moi aussi, j'ai cette impression que si le cinéma met un pas comme ça de côté, on sent, hein, ça, je ne peux pas expliquer où c'est cette frontière, ça cesse d'être du cinéma, ça cesse de capturer. Capturer, c'est pas un bon mot, mais il n'est plus dans la réalité. C'est comme si on essayait d'échapper à cette confrontation, à ce combat avec la réalité. Moi, ce que je fais, parce que je sens plus que faire des plans, ou parce que là je suis habitué à faire des plans, des lumières, je fais la lumière moi-même, ou avec deux, trois amis, ce que je sens, c'est qu'on est tout le temps, on travaille avec de la réalité pure, dure, très dure, qui blesse beaucoup, qui est très lourde, qui est très dramatique, tragique. Avec tout le mandat, les maisons, les salaires qui ne sont pas là, les usines qui ferment, les gens qui vont mourir, les gens malades, tout ça. C'est mon travail, c'est pénible. Je fais ici un portrait un peu comme ça, gigantesque, etc. Vous permettez que nous relions une autre scène pour illustrer justement cette agressivité-là, cette cruauté-là, qui est une scène qui accompagne bien la scène précédente que vous avez vue, qui est quelque part
l'entrée proverbiale de l'enfer, l'inverse, l'entrée proposée d'une certaine idée du paradis. Et après observer la violence de cette scène, la cruauté de cette scène. Feliz se no pleno de Deus lá nós vamos acolhidos. Recordo com os filhos. Filhos, prepara para trazer servos. O processo que seria dividido em 4 aninhos dos filhos. Há de 4 mesmo momento que ele estaria mais 4. Eu preciso muito disso. Comme vous avez pu voir dans ce plan, en juxtaposition avec celui qu'on a vu précédemment, espèce de porte de descendance vers les enfants rocailleuse qui est quand même vivante. Il y a quelque chose, il y a un soupçon de vie devant la porte des enfers, comme on utilise l'appeler dans le scène précédent. Ici, l'espèce de paradis sur terre que pourrait avoir le personnage de Ventura est un endroit blanc et virginal où il n'y a rien, où c'est le vide, où il n'est pas le bienvenu. On a droit à un Saint-Pierre récalcitrant qui le chasse littéralement de cet endroit-là, et il y a un leitmotiv qui reviendra, où notre personnage de Ventura revisite ces espèces de paradis construits auxquels il n'aura jamais accès. Il y a quand même une grande, effectivement, une grande cruauté dans cette mise en scène-là, mais en même temps, il y a un courage d'aller chercher le personnage qui est Ventura et de le lancer dans l'inaccessible, dans ce qu'il ne connaîtra probablement jamais. Oui, ça oui, on est toujours confronté au pire. D'ailleurs là, dans cette scène, il y a un autre niveau de cruauté ou de réalité, disons. Réalité. C'est que le monsieur ça c'est la visite des appartements classiques. C'est un type qui dit avec tout voilà, c'est ici que tu vas habiter, la mairie te donne ça, tu vas payer tant, si tu ne payes pas, tu n'auras pas de gaz, tu n'auras pas de lumière, etc. Et voilà la cuisine, la chambre, etc. Ventura dit, ça ne convient pas, c'est trop petit, il me faut des chambres pour mes enfants. Et plus tard dans le film, et après il lui demande mais combien de chambres, combien d'enfants as-tu? Et il dit je ne sais pas encore. Ça on a trouvé les deux, on est très contents. C'est lui qui l'a trouvé les deux. Parce que le seul scénario qu'on avait, c'est que Ventura avait des enfants. Et c'était une belle excuse pour jamais finir le film, parce qu'il y aurait toujours un enfant. Donc on pourrait faire un enfant, après des scènes avec un autre. Une fille, après un autre, etc. Mais là, ce qui se passe, c'est que le monsieur qui montre l'appartement, qui fait la visite, qui est capverdien comme Ventura, qui habite le même quartier, qui a toujours habité, qui vient du même presque village que Ventura,
a fait un tout petit peu, 2-3 marches en plus dans l'échelle sociale, travaille maintenant à la mairie. Donc ses patrons à lui sont le maire, blanc. Donc ce type-là, c'est le classique, comment on dit ça dans les traîtres, ouais, c'est le, dans les crèves on appelle ça le jaune, c'est-à-dire c'est le traître. Il est là, on le voit tout le temps, on a des cafés avec lui. Je lui ai proposé de faire la scène finit pas comme ça, elle dure encore un peu. S'en va, laisse seul là, dans ce département. Mais c'est encore une confrontation entre frères de classe, frères cartésiens, dont un job qui est pour vivre la vie de l'autre. Il y a toujours des agents comme ça. Donc voilà, encore un petit niveau de réalité. J'avais un peu peur, pas peur, mais j'étais un peu comme ça. Est-ce qu'on va proposer cette scène à ce monsieur? Il m'a dit tout à fait. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il allait faire le portrait de traître qu'il est en film pour tout le monde. Et il n'est pas si inconscient, si idiot. Il savait ce qu'il allait faire. Il l'a fait d'une façon... Il l'a fait aussi bien que Ventura et tous les autres. Et vous voyez, ça, c'est pour moi, c'est... Je sais pas. Il n'y a pas de prix, ça c'est sûr. Mais ça me fait quelque chose. C'est dur, parce que je le vis aussi mal que lui. Mal au sens, c'est mon film, et il le fait très bien, c'est un magnifique acteur, je lui dis c'est parfait, je ne vois pas d'autre façon de le faire, merci. Et quand même, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas comme ça qu'on vit sa vie. Et il continue, on se croise tous les jours, tous les jours qu'on est là, on se dit bonjour, alors ça va, et il me propose encore et toujours quand est-ce que je fais encore une petite jambe dans un fauteuil. Et il continue à être détesté par toute la communauté. Détesté. C'est là qu'elle est très forte, la notion de psychodrame qu'on retrouve dans votre cinéma. Elle est jouée de plein pied par les protagonistes. Elle est acceptée. Les gens acceptent de montrer leur horreur, leur souffrance, et à conjuguer la narrativité de votre film. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et pourtant, si vous permettez que nous quittions comme le temps, Phil. Je vais y aller. En fait, parce que on a bien traité de contenance. Le film qui va être présenté demain, je l'ai fait, bien sûr. Que je sais pas, je me rappelle plus des mains, mais Ne change rien qui va jouer demain est un film exceptionnel. Et j'ai énormément de passion à ce film-là. Et c'est en fait, à 13h demain au Jeudi Jasmin Annexe. Il y a énormément de trucs que je veux vous entendre dire, le temps file, clairement. On n'aura pas le temps de tout dire. Premièrement, je vous remercie pour la découverte de Jacob Riis. En fait, le match que vous faites à la fin de votre Rosemary, c'est quelque chose qui doit, en fait, que impérativement vous devez explorer le photographe Jacob Riis, qui est hommagé dans le film. C'est extraordinaire ce que vous avez fait avec son matériel et j'ai trouvé ça tellement beau comme note. Je ne le connaissais pas du tout. Je trouve que la finale de lui laisser une place dans le générique pour qu'on puisse aller explorer ce film-là, c'est brillant. Je vous remercie énormément parce que c'est une découverte à laquelle je tiens absolument. Mais pour venir à Ne change rien, pour les gens qui seraient incertains par rapport à votre destination demain, c'est très important d'aller voir ce film-là et on a bien couvert, à mon impression, toute la matérialité, le monde
le monde vivant et social avec Fontenance, mais il y a quelque chose, le temps ne change rien, quelque chose qui est extraordinaire, c'est cette idée-là d'avoir fait un si magnifique métafilm sur la création artistique. Il y a plusieurs façons d'interpréter le titre. Il y a une des choses qui m'a frappé énormément en écoutant le film, qui est venue me chercher, c'est cette idée-là que la création artistique n'est pas complétée tant qu'on n'arrive pas au point où on ne changerait rien. Et c'est essentiellement ça. Il y a un très très beau voyage qui, je ne pourrais pas plus vous encourager à aller voir le film demain parce qu'on est dans cette dynamique de création-là tout le long du film avec Jeanne Balibar qui doit monter et exposer son âme à travers plusieurs... Souffrir. On peut dire souffrir. Et il y a toujours cette espèce de travail qui doit être fait. On doit faire un truc de plus, on doit changer une vocalise, on doit intégrer un accent à certains points. Et tout au long de l'œuvre, on est vers la culmination du point où on ne change rien. L'œuvre est absolument parfaite telle qu'elle. Et je ne pouvais pas me concevoir un plus beau métafilm sur la création artistique. J'ai beaucoup aimé vos commentaires que vous nous avez partagés pendant la classe de maître, parce que à quelques reprises, vous avez admis ne jamais être 100% certain, mais dire je fais des erreurs. Il y a très peu d'erreurs dans Ne change rien, puisque l'objet artistique au final n'est pas filmé. On ne peut que s'imaginer cet objet sublime qui est l'album et qui est l'opéra. Et je ne pouvais pas me figurer une meilleure manière de à la fois hommager et décrire la quête artistique. Donc si vous ne savez pas quoi faire demain, ben même si vous savez quoi faire, éliminez ce que vous faites et allez voir ça. Parce que c'est rare et c'est unique. Et c'est pratiquement une épopée par la perfection artistique. Et si on peut dire bon, un cycle entier à utiliser une communauté comme point focal, ça aussi, c'est une quête par une perfection, par une représentation ultime de ces gens-là. Vous l'avez fait miraculeusement bien, à mon avis, avec la quête de l'objet artistique dans Ne change rien. Je ne voulais pas terminer sans vous dire ça en public. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pour continuer avec l'hommage chevalier que vient de faire Michel et qui est mérité, on va regarder un extrait pour vous mettre l'eau à la bouche, qui est effectivement peut-être, moi, comme Jean-Michel, le plan préféré de toute votre cinématographie, parce qu'on voit quelque chose émerger de l'ombre à travers le travail, la répétition, la souffrance, une espèce de Pygmalion. Oui? Oui, avant de continuer, j'aimerais ça encore parler de la relation entre l'homme qui travaillait pour la municipalité et la qualité de l'appartement. Parce que j'ai l'impression que Ben Pinot était souvent confronté à l'idée du traître ou de l'assimilation. J'aimerais qu'on parle peut-être du garde du musée. Je trouve ça intéressant. Madame est en conférence du garde du musée. Vous êtes très intéressé. Oui. Bien sûr, dans 5 là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une visite. Ventura fait une visite à un musée. Un musée très connu à Lisbonne de peinture, sculpture, art égyptien. Il fait cette visite parce qu'il avait, il a été un des ouvriers qui a construit ce musée, ce bâtiment, en 73, je crois. Et un jour comme ça, parce que nous on tourne pas tous les jours, on fait comme à l'école, des visites au zoo, au musée, on se promène un peu. En voiture, on est 4, donc l'équipe dans la voiture voyage beaucoup. Et on passait devant ce musée, et Ventura nous a dit j'ai fait ça. Donc j'ai fait ça, et je lui ai demandé s'il avait visité le musée depuis la date de la construction. Il a dit non, et on est sorti, on est parti pour faire une visite au musée. Et ce qui s'est passé, c'est presque ce qu'on a essayé de faire dans le film.
C'est-à-dire il y avait un gardien de musée qui était là, gardien de... ouais, un truc de sécurité, qui, dès qu'il a vu Ventura, qui marchait vers le musée, a senti que quelque chose allait se passer. C'est-à-dire ce type-là, c'est un type qui ne vient pas d'habitude dans ce genre d'endroit. C'est ça qu'on a senti. Le truc était, il était aussi un capverdien, ce gardien. Donc il a approché Ventura, on l'a vu de loin, on l'a vu qu'il chuchotait quelque chose, et on s'est approché, et il nous a dit, ah, vous venez avec ce monsieur, visiter le musée, très bien. C'est-à-dire on a compris plus ou moins que si Ventura était seul, l'autre lui aurait dit, bon, il a dit sûrement, va-t'en, c'est pas pour toi ici, c'est trop cher. Donc nous on a entré, on a visité le musée, mais tout était très... on a visité en silence et comme ça, je regardais un peu ce que Ventura regardait, en effet, parce que je voulais voir qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans, si c'était les Rembrandt ou Monet ou Van Dyck ou tout ce qui est là. Et en effet, il regardait les murs. Et à un moment, je me suis dit, il regarde les murs, mais il regarde pas, il regarde ses murs à lui. Il a une très très belle chose là, c'est qu'il a eu la chance d'avoir des Rembrandt sur ses murs. Donc il regardait les murs, et c'est ça qu'on a filmé après d'ailleurs. Il était assez content, enfin, satisfait de ses murs, de la façon dont les pierres étaient posées, enfin, de tout ça. Et moi je me dis, voilà, c'est le moment où deux grands artistes sont ensemble, c'est-à-dire Rembrandt et Ventura. Il a fait le mur qui tient, où Rembrandt tient. C'est-à-dire il y avait un moment à profiter là pour joindre cette histoire, enfin, l'art, le grand art et cette espèce de vidéo, cinéma qu'on fait nous. On parle d'une classe, des gens comme ça, et en même temps, tout peut entrer de cette façon-là. C'est la façon dont je crois la plus belle. Comprendre l'art, enfin, merci. Excusez-moi. Je voulais remercier mademoiselle de la question. Ça a permis cette magnifique synthèse, n'est-ce pas? On termine sur cette très belle anecdote, merci beaucoup. Et je vais en terminer sur un extrait rapide. Jérôme, c'est le quatrième, c'est le dernier. Jeanne Balibar qui pratique les vocalistes d'opéra. Pour vous donner envie, pour ceux qui n'ont pas vu, d'aller voir le film demain, voir quelque chose émerger avec le travail, la souffrance, c'est ça. En attendant, merci beaucoup de votre temps et de votre disponibilité. Monsieur Costa.